Bonjour, Guten Tag wir sind Luciana. und Dominique vom Institut Français Frankfurt. Wir wollen mit euch ein wichtiges Jubiläum feiern. 60 Jahre Traité de l'Élysée. Am 22. Januar 23. Vor 60 Jahren wurde der Élysée-Vertrag unterzeichnet. Auf der französischen Seite von Charles de Gaulle, der Präsident, und auf der deutschen Seite Konrad Adenauer, der Kanzler. Am 22. Januar 2019 saßen an einem Tisch Angela Merkel, die Kanzlerin, und Emmanuel Macron, der Präsident. Sie haben den Vertrag von Aachen unterzeichnet. Das ist praktisch wie ein Update vom Élysée-Vertrag. In diesem Jubiläumsjahr schlagen wir vor, den Deutsch-Französischen Tag mit einem Mann zu feiern, der immer noch fasziniert und spaltet. Napoleon. Wir sind extra von Frankfurt nach Paris gefahren, um ganz in der Nähe der Sorbonne-Universität, wo er Vorlesungen hält, Jacques-Olivier Boudon zu treffen. Ein Historiker, der Napoleon-Spezialist ist und auch Präsident des Institut Napoleon. Film ab! Pourquoi parler de Napoléon en 2023 ? Il y a 2 ans, nous avons commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai 2021. Depuis, d'autres événements ont eu lieu, en particulier le 2 novembre, l'inhumation de 204 cadavres de soldats français qui avaient été retrouvés dans un charnier à Rodelheim en 2015. Ça a été l'occasion d'une rencontre franco-allemande entre les autorités françaises et les autorités allemandes. Et puis plus largement, la question de Napoléon aujourd'hui, c'est celle finalement de l'un des hommes les plus connus, les plus célèbres de l'histoire internationale, qui a œuvré pour l'histoire européenne, qui est aussi controversé dans un certain nombre de domaines. Et donc c'est aussi pour cela qu'il faut en parler, comme on parle de tout sujet historique, mais particulièrement de Napoléon, parce que c'est un personnage particulièrement important. Napoléon continue à fasciner comme il fascinait déjà de son vivant et surtout après sa mort. Il fascine parce qu'il est l'incarnation du self-made man, si l'on veut, c'est-à-dire de l'homme qui est parti de rien, toute petite famille de la noblesse corse et qui est arrivé au sommet de l'État, à la tête d'une des plus grandes monarchies de l'époque, et qui plus est, qui a favorisé l'ascension sociale de ses frères et de ses sœurs. Car si son destin à lui s'est terminé tragiquement sur l'île de Sainte-Hélène, la plupart de ses descendants ont connu des gloires postérieures et d'une certaine façon, cela a aussi participé du mythe. Cette fascination, elle est internationale. Russes, Chinois, Américains, Coréens, Japonais, tous les pays finalement vivent cette fascination et le plus bel exemple, c'est la vente des objets qui ont trait à l'histoire napoléonienne, à l'image de ce chapeau acheté par un industriel de Corée qui l'a mis dans son entreprise, considérant que cela valoriserait son entreprise, et de fait, on ne parle que de lui depuis. Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir en novembre 1799. Il est d'abord premier consul dans un régime qui en compte 2 autres, mais c'est déjà lui qui a les principaux pouvoirs et qui va mettre en œuvre toute une série de réformes qui aboutissent entre 1802 et 1804. En 1804, il se sent très fort, il a fait la paix en Europe et il se dit qu'il devrait pérenniser son pouvoir et donc il fait tout pour être proclamé empereur. Empereur des Français. Progressivement, la République est confiée à un empereur des Français, c'est ainsi que c'est formulé, mais en réalité, il rétablit la monarchie en France 11 ans après la mort du roi Louis XVI, décapité le 21 janvier 1793. Napoléon Bonaparte s'est en quelque sorte proclamé dictateur de salut public. Il arrive au pouvoir, explique-t-il, pour remettre de l'ordre dans une France qui a été marquée par 10 années de révolution. Mais si l'on entend par dictateur celui qui réprime les libertés, c'est également vrai qu'il a réprimé les libertés en matière politique, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d'association. Toutefois, il conserve des institutions qui sont fondées sur un bicamérisme. Il y a des assemblées qui sont censées
voter les lois, elles ne les élaborent pas, mais elles les votent, et en ce sens, ces assemblées ont servi malgré tout de contre-pouvoir, et d'ailleurs ce sont ces assemblées qui vont provoquer la chute de Napoléon en 1814. Napoléon est considéré comme un des plus grands stratèges militaires de tous les temps. Il a profité d'un fait, c'est qu'il a un vivier d'hommes tout à fait remarquable. Entre 1800 et 1814, il va pouvoir mobiliser 2 millions d'hommes. Et c'est cette masse humaine qu'il va lui servir. Mais son côté stratège, c'est aussi de savoir faire bouger ces hommes, de les envoyer d'un bout à l'autre de l'Europe. Et puis sur le champ de bataille, d'avoir une vision qui est totalement neuve et qui va lui permettre de faire bouger ses bataillons et de remporter la victoire, une victoire qu'il veut décisive parce que cette victoire décisive doit lui permettre d'élaborer la paix par la suite. Depuis l'époque de Napoléon, on s'interroge sur le nombre de pertes qu'ont occasionné les campagnes militaires qu'il a conduites. Le chiffre que l'on retient aujourd'hui, c'est à peu près celui de 850 à 900 000 morts côté français. Il faut y ajouter naturellement les pertes des adversaires, voire des pays alliés de la France. Et ce que l'on observe, c'est qu'au début de la période, les pertes sont assez faibles. Par exemple, à Austerlitz, il y a un peu plus de 1500 morts côté français. Et puis plus les guerres s'intensifient, plus les morts sont nombreux. L'exemple le plus fameux, c'est celui de la campagne de Russie. On peut estimer à près de 200 000 morts côté français le nombre des pertes subies pendant la campagne et surtout pendant la retraite de 1812. Napoléon Bonaparte, lorsqu'il devient premier consul, bénéficie de tout l'acquis de la période révolutionnaire. On a beaucoup discuté de très nombreux projets de loi pendant cette période. Simplement, il n'a pas d'obstacle dans les assemblées, ou presque pas, et il va pouvoir faire aboutir de nombreux projets de loi en matière de finances, en matière de justice, en matière scolaire, en matière d'administration avec la création des préfets. Bref, c'est tout un ensemble de lois qui restructurent le pays, qui fondent de nouvelles institutions, des institutions dont la France est encore l'héritière aujourd'hui. Parmi les réformes engagées par Napoléon, il y a la codification, avec le plus fameux des codes qui est le Code civil, qui est promulgué en 1804, qui réorganise la société française sur la base de la famille et sur la base de la propriété. Dans la famille, le père de famille est considéré comme le chef de l'État. Il domine à la fois sa femme et ses enfants. Et l'essentiel du Code civil consiste à protéger le patrimoine familial, d'où l'importance accordée à la propriété. On considère que le Code civil fonde une société individualiste, alors que sous l'Ancien Régime, on avait une société d'ordre, clergé, noblesse, tiers-état. Le Code pénal a été élaboré pendant les années de l'Empire, il est promulgué en 1810 et il fixe les peines qui vont être infligées aux criminels, des peines qui sont assez sévères, beaucoup plus sévères que dans le code qui avait été élaboré au début de la Révolution et qui resteront appliquées pendant de très nombreuses années jusqu'à la fin du XXe siècle. En 1802, la France signe la paix avec l'Angleterre et récupère les colonies qui avaient été occupées pour certaines par les Anglais. Or, il se trouve qu'en 1794, la Convention avait supprimé l'esclavage, mais l'esclavage ne l'avait pas été dans toutes les îles. Et donc, la première décision qui est prise par Napoléon, c'est de ne pas étendre la mesure, notamment à la Martinique. Et puis, de fil en aiguille, on rétablit l'esclavage à la Guadeloupe, à Saint-Domingue, en Guyane, c'est-à-dire dans les principales colonies françaises des Caraïbes. Pourquoi ? Pour des raisons essentiellement économiques. Le marché avec les colonies, l'importation de sucre, de café, de cacao, fait partie d'un des secteurs de l'économie, et c'est pour des raisons essentiellement économiques que l'esclavage est rétabli. Saint-Domingue est une île des Caraïbes qui est considérée comme la perle des colonies françaises, 500 000 habitants à la veille de la Révolution. Elle a pris son autonomie au cours de la décennie révolutionnaire et a à sa tête un général noir, Toussaint Louverture, qui est un général affranchi et qui va prendre le pouvoir et chercher
à prendre son autonomie à l'égard de la France. Bonaparte ne le supporte pas. Il envoie une expédition sur place, commandée par son beau-frère, le général Leclerc, pensant mater rapidement la révolte. En réalité, l'armée française va se trouver engluée dans une île avec une résistance très forte des populations locales. Ce sera une guerre extrêmement violente qui s'achève par la défaite des Français, leur capitulation et par la première indépendance d'une colonie qui devient l'Empire d'Haïti. Napoléon est réputé pour sa misogynie, n'empêche qu'il y a dans son entourage des femmes. D'abord, il est élevé par des femmes, par sa mère Laetitia, qui est une forte femme et qui va jouer un rôle très important dans sa vie. Ses sœurs également sont importantes, Caroline, Élisa, Pauline. Et puis, il y a ses femmes, celle dont il tombe fou amoureux à la fin de 1795, Rose Tachère de la Pagerie, qu'il va surnommer Joséphine. Il va l'aimer ardemment, notamment dans les premières années, avant de s'en détacher, sans véritablement cesser de l'aimer. Et puis il y aura sa seconde épouse, Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, qu'il découvre. Elle a plus de 20 ans de moins que lui, mais il en tombe également amoureux, et il écrira à son beau-père, l'empereur d'Autriche, épouser une Allemande. La misogynie de Napoléon est liée essentiellement au Code civil, dans lequel la place de la femme est une place mineure. La femme passe de la tutelle de son père à la tutelle de son mari, et elle perd des droits par rapport à ceux qu'elle avait conquis à l'époque de la Révolution, en matière de divorce par exemple, mais aussi en matière de gestion des biens. Et puis Napoléon s'est aussi mal comporté avec un certain nombre de femmes. Il a souvent des propos désobligeants à leur égard. On pense en particulier à Germaine de Staël, grand écrivain, auteur de l'Allemagne, qui a été l'une des cibles privilégiées de Napoléon, et donc on peut dire qu'il avait un certain mépris pour les femmes. La domination de Napoléon en Europe s'est étendue progressivement. La France va dominer ses voisins, l'espace germanique, l'Italie, partiellement l'Espagne. Elle va aussi s'avancer jusqu'en Pologne, mais elle ne conquiert ni la Prusse, ni l'Autriche, ni la Russie, sauf à un moment donné en 1812, ni non plus les États d'Europe du Nord, la Suède et le Danemark, et encore moins l'Angleterre. Donc c'est une conquête partielle, mais il est certain que l'étendue des conquêtes de Napoléon est très importante dans cette période. Napoléon a exprimé l'idée que ce qu'il était en train de construire, c'était un système fédératif, système fédéral dirions-nous aujourd'hui, et il revient sur cette idée lorsqu'il est en exil à Sainte-Hélène, cette idée que finalement il avait pour ambition de fonder une Europe unie avec les mêmes codes, les mêmes lois, les mêmes monnaies. Simplement, c'est une Europe qui n'a rien à voir avec l'Europe d'aujourd'hui, puisque c'est une Europe qui est centralisée autour de Paris, qui est dominée par la France, c'est-à-dire finalement une Europe qui ressemble davantage à l'Empire romain qu'elle ne ressemble à l'Europe d'aujourd'hui, qui est une Europe fondée sur le désir de chacun des pays d'intégrer l'Union européenne. Le choix que j'ai fait de travailler sur Napoléon est un peu dû au hasard. Dans mes premiers travaux de recherche, dans ma thèse de doctorat, j'avais abordé partiellement la période du Consulat et de l'Empire. Et puis j'ai rencontré celui qui était le maître des études napoléoniennes, et qui l'est toujours aujourd'hui, Jean Tullard, qui un jour m'a dit « Vous serez mon successeur », ce qui supposait que je travaille pleinement sur la période napoléonienne. Comme il se trouve que j'ai été élu à la Sorbonne, professeur à la Sorbonne, sur une chaire intitulée « Histoire de la Révolution et de l'Empire », j'ai poursuivi mes travaux. La conjoncture était également favorable, puisque ça a été le bicentenaire des années du Consulat et de l'Empire. Donc je n'ai pas de fascination particulière pour Napoléon, mais j'ai un intérêt très fort parce que c'est un personnage qui est tout à fait étonnant et parce que la période est d'une richesse extraordinaire. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une extraordinaire journée franco-allemande.